Bonjour à tous, nous allons commencer aujourd'hui le premier exposé sur la langue vietnamienne. Mais juste avant de commencer, je dois vous dire que, bien qu'étant universitaire de formation, je n'ai justement pas de formation universitaire concernant la langue vietnamienne ni l'histoire du Vietnam, et donc je demanderai la plus grande indulgence de la part de mes collègues universitaires linguistes et historiens, car je n'ai simplement comme ambition que de partager les quelques connaissances que j'ai concernant les deux sujets que nous allons traiter aujourd'hui et qui font partie de mes passions, à savoir d'une part la langue vietnamienne et d'autre part un petit peu d'histoire. Donc sans plus tarder, eh bien voilà le plan de mon exposé. Nous allons d'abord voir l'alphabet, la prononciation, les accents et un petit peu de grammaire vietnamienne. Et puis ensuite, nous allons aborder la notion du vietnamien moderne opposée à celle du vietnamien ancien. Et vous allez voir, cela nous sera utile pour aborder les titres et les noms des quyen, c'est-à-dire des enchaînements de mouvements, soit à main libre, soit avec des armes, dans la pratique des arts martiaux traditionnels vietnamiens. Et enfin, je terminerai ce premier exposé en abordant un sujet que vous connaissez bien, à savoir comment compter en vietnamien, sachant que nous allons aborder également la notion des vietnamiens anciens et de savoir comment savoir compter en vietnamien sera utile pour retenir un certain nombre de titres ou bien de noms des quyen. Alors, nous allons commencer par le premier sujet, à savoir l'alphabet vietnamien. Alors l'alphabet vietnamien, en fait, si je vous montre ceci, à savoir l'alphabet français, qui comporte 26 lettres, eh bien je dirais que le fait de connaître l'alphabet français nous aide grandement à aborder l'alphabet vietnamien, puisque celui-ci dérive de l'alphabet français avec seulement quelques lettres en moins, et notamment le F qui vient de disparaître, le J qui disparaît ici, le W qui n'existe plus, et le Z qui n'est pas non plus retenu dans l'alphabet vietnamien. En d'autres termes, vous avez là l'alphabet vietnamien qui comporte 26 moins 4, donc 22 lettres. Mais est-ce que l'alphabet vietnamien comporte véritablement que 22 lettres, comme j'ai tendance à dire jusqu'à maintenant? Et en fait, pas tout à fait, puisque ici vous avez l'alphabet officiel vietnamien, et vous voyez que effectivement avec les 22 lettres que nous avions retenues, apparaissent un certain nombre d'autres lettres, notamment celles que j'entoure ici, et vous allez voir, et nous allons compter ensemble, il y a en tout apparition de 7 autres lettres. Ces 7 autres lettres vont nous permettre d'abord de faire une addition relativement simple. 22 plus 7, ça fait 29 lettres, et donc nous retiendrons que l'alphabet vietnamien comporte 29 lettres. Donc des lettres en moins par rapport à l'alphabet français, et finalement quelques lettres en plus, mais ces lettres en plus en fait sont des dérivés des lettres déjà connues, et notamment nous avons ici deux dérivés de la lettre A, de la voyelle A, un dérivé de la consonne D, et ainsi de suite concernant le E, le O et le U. Alors nous allons voir tout de suite dans la prochaine diapositive comment nous allons prononcer ces différentes lettres en vietnamien. Mais simplement ici, j'attire simplement votre attention que ces lettres-là sont considérées comme étant des lettres à part entière et non pas comme des lettres avec des accents. Donc ce sont des lettres à part entière et ça fait partie de l'alphabet vietnamien. Alors maintenant que nous avions défini et retenu, j'espère, l'alphabet vietnamien, nous allons voir en quoi cet alphabet diffère de l'alphabet français. D'abord, concernant la prononciation. Alors, une bonne nouvelle, c'est que la plupart des lettres, que ce soit écrit en vietnamien ou en français, se prononcent de la même façon en vietnamien et en français. Et c'est le cas de la lettre A, et le cas de la lettre B, de la lettre C, etc. Mais un certain nombre d'autres lettres, bien qu'étant écrites de la même façon qu'en français, se prononcent différemment, et c'est ce que nous allons voir maintenant.
Alors d'abord, une première convention, c'est que lorsque j'écris une lettre avec l'encre rouge, eh bien je sous-entends simplement que c'est la façon de l'écrire en français. En vietnamien, pardon. La façon d'écrire en vietnamien. La lettre ici écrite avec la langue bleue, c'est la prononciation à la française. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer par la lettre D, écrit en vietnamien. Eh bien, D en vietnamien ne se prononce pas du tout comme un D français, mais se prononce comme un Z français. Donc ici, l'exemple pris, qui est le mot DA, se prononce en vietnamien ZA et non pas DA. Et ZA voulant simplement dire la peau. On va continuer. Donc, si la lettre D en français ne se prononce pas D en vietnamien, et pourtant les Vietnamiens prononcent bien le son D, comment peut-on le représenter ce son? Tout simplement par la lettre D avec un trait horizontal. Et c'est ainsi que le terme connu par tous les pratiquants d'arts martiaux vietnamiens, tous les pratiquants du Voc, Cô Truyen, eh bien, qui est le terme Quy Định, voulant simplement dire un enchaînement imposé par la fédération, un enchaînement fédéral, eh bien le terme Quy Định s'écrit bien avec un D, avec un trait horizontal, pour que le son D puisse être bien entendu, bien écouté. Donc nous allons continuer. La lettre E, écrit en français, ne se prononce pas E en vietnamien, mais se prononce R, comme un air, l'air que l'on respire, sans pour autant prononcer la R finale. Et l'exemple ici, c'est le mot serre, qui veut dire voiture. La lettre E, donc E avec un accent circonflexe, se prononce E en vietnamien comme en français. Et l'exemple connu par tous, c'est le mot ke, ke ici voulant dire le coq, et le Quyen auquel je fais référence, c'est le Hung Ke Quyen. Le Hung Ke Quyen est le Quyen du coq, donc Ke, vaillant. Hung voulant dire quelqu'un de courageux, quelqu'un de vaillant, ici s'agissant du coq. On continue avec la lettre F, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, n'existe pas en vietnamien. En vietnamien, la lettre F n'apparaît jamais, et pourtant le son F existe bel et bien en vietnamien, et on va représenter ce son avec la double consonne PH, comme on le ferait en français avec les termes comme la philosophie, la physiologie, la phytothérapie, etc. Donc, et en vietnamien, j'ai pris deux exemples, l'un qui est connu par tous les gourmets, à savoir le pho, qui est un plat délicieux, apprécié par les Vietnamiens comme les Français, et puis un terme du Voc Cô Truyen, qui est le Phong Hoa Dao, Phong Phong, Phong ici voulant dire vent, et Phong Hoa Dao voulant dire simplement le sabre, Dao, des fleurs, Hoa, tourbillonnant dans le vent. En fait, le terme tourbillonnant ne se traduit pas ici, enfin n'existe pas dans le titre, mais on imagine assez bien comment les fleurs peuvent se comporter face à un vent qui est un vent relativement important. Phong Hoa Dao, qui est un Quy Định de sabre, pratiqué par beaucoup d'entre nous. Je continue avec la lettre J, qui n'existe pas en vietnamien, et pourtant le son J existe bel et bien. Et ici, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, qui est le terme ja, qui se prononce ja de façon phonétique. Et le terme ja ici, et notamment le terme composé ja ding, veut dire une famille. Et en fait, si on décompose encore un petit peu plus, puisque le vietnamien est une langue monosyllabique, et nous avons ici un mot composé. Ding est un terme pour désigner le toit. Donc, gia ding se désigne toutes les personnes qui vivent ensemble sous un même toit, et donc, en principe, une famille. Un autre terme que l'on peut évoquer ici, c'est le terme hong, ja.
En fait, Hongja est simplement l'équivalent vietnamien du terme francisé, qu'est le Hungar, qui est un style d'arts martiaux chinois. Ça fait partie des styles du Shaolin du Sud. Et Hungar ou bien Hongja veut simplement dire ce style d'arts martiaux bien particulier, pratiqué et enseigné par la famille Hong. Donc c'est une famille d'artistes martiaux spécialisés dans ce style, et en français ça donne Hungar. Je continue, donc la lettre O en français se prononce A en vietnamien. Comme l'or, le métal précieux, mais sans laisser apparaître ou bien entendre le R terminal. Et l'exemple pris ici, c'est le terme ta, qui veut dire grand ou imposant, ou bien le terme la, qui veut dire être préoccupé. Donc on peut très bien là, parce qu'on est préoccupé, devant un adversaire qui est ta, c'est-à-dire qui est grand et qui est imposant. Alors en vietnamien ça se dit tôi lo vì anh to, tôi lo donc je suis préoccupé, vì parce que, anh tu, ta est grand et est imposant. Si on doit combattre un adversaire qui est grand et imposant et que l'on est soi-même petit et chétif, effectivement on a tous les droits d'être préoccupé. Je continue avec toujours la prononciation, la lettre O, donc O avec un accent circonflexe, eh bien, va se prononcer O en vietnamien, puisque le O sans accent circonflexe se prononce A, et comme le son O existe, eh bien, les Vietnamiens, pour représenter ce son en écriture, écrit le mot O avec un accent circonflexe. Donc ici, avec l'accent circonflexe, Ta devient To, qui veut dire un grand bol, et Ko, qui est un autre terme qui exprime, qui traduit la sœur de votre papa ou bien de votre maman. Donc plutôt de votre papa, parce que la tante paternelle du côté paternel s'appelle Ko, alors que la tante du côté maternel s'appelle Zi. Le D avec un I. Alors, si le O se prononce A, et si pour prononcer le O on met un accent circonflexe, et si plutôt on a vu que le E français se prononce R, alors comment peut-on prononcer ou bien représenter le son E qui existe bel et bien en vietnamien, notamment avec le mot pho? Eh bien tout simplement en utilisant la lettre O avec le petit crochet. Donc les deux exemples, ou bien les 4 exemples que j'ai pris, c'est pho, le plat que tout le monde connaît, donc je ne traduis pas, me qui veut dire ouvrir, que qui veut dire drapeau, ou bien ça qui veut dire craindre. Donc vous avez bien perçu le son E à travers ces différents mots, ces différents termes. Je continue, donc la lettre U écrite en vietnamien se prononce OU. Donc, par exemple, ici, le mot OU, la lettre OU, tout seul, veut simplement dire boss. Donc, lorsque on pratique des arts martiaux et lorsqu'on combat et lorsqu'on n'arrive pas à parer des coups portés à votre tête, eh bien, le risque, c'est d'avoir ou bien d'être OU Dao, c'est-à-dire d'avoir une bosse sur la tête. Dao voulant dire tête, bien entendu. On en a presque terminé, il reste encore que quelques termes. Donc le mot, la lettre U avec là encore un crochet, il y a deux lettres qui ont un crochet, le O et le U, donc la lettre U avec un crochet se prononce E. E comme Đọc Lưu Thương. Đọc Lưu Thương qui est le queen de la lance de l'urne solitaire, le voulant dire urne, Đọc voulant dire solitaire et Thương voulant dire lance. Donc c'est un quiding qui est probablement le plus compliqué et certainement le plus long à exécuter parmi tous les quidings que je connais. Alors, concernant ce son E et cette lettre E,
qui est à la lettre U avec un crochet. Je vais faire une petite diversion, mais vous allez voir, en fait, ça vaut la peine que l'on fasse cette diversion. Il y a un mot que les pratiquants d'arts martiaux connaissent, qui est le mot shifu, qui est le mot francisé du terme originel chinois, et qui en vietnamien s'écrit comme ceci et se prononce comme se, comme le ton que l'on vient de voir, faux, se faux. Et en fait, le mot se faux, comme le mot shifu, veut simplement dire, enfin exprime, traduit la notion de maître en art martial. Mais du coup, vous allez me dire, et notamment les pratiquants avancés, vous allez me dire qu'il existe un autre mot que vous connaissez, qui désigne la même chose, qui est le mot vasu. Et en fait, il y a une petite subtilité entre le mot se faux et le mot vasu. La subtilité, elle est simple. En fait, on va utiliser le mot se faux lorsqu'on parle de son maître, ou du maître de son école, en tout cas celui avec lequel vous avez appris les arts martiaux, celui qui vous a enseigné les arts martiaux. Alors que le mot vasu, alors su voulant dire maître, mais le mot vasu ici, c'est le maître d'arts martiaux, puisque le terme va se traduit le terme d'arts martiaux. En d'autres termes, vous allez parler de vasu un tel ou un tel, lorsque vous voulez mentionner un maître d'arts martiaux, mais qui n'est pas le vôtre. En revanche, votre maître, celui avec qui vous avez appris les arts martiaux, vous devez l'appeler se faux, et non pas vasu. Et si on va un petit peu plus loin dans l'analyse sémantique des mots, eh bien je dirais, là encore, comme tout à l'heure le terme jading, eh bien se faux ici veut dire maître pour le mot se, et faux, qui est en fait la traduction du mot père. Donc le maître de votre école, c'est un petit peu le père de l'école, le père en arts martiaux, et vous le considérez quelque part aussi comme étant votre père, pas le père biologique, mais en tout cas celui avec lequel vous avez tout appris dans les arts martiaux. Alors, il y a un troisième terme très usité au Vietnam pour désigner les professeurs, qui est le mot Zao Su. Su, là encore désigne la notion du maître, et Zao ici désigne la notion d'apprentissage, et d'apprentissage en général. Et on appelle Zao Su les professeurs des facultés ou bien des universités. Voilà, donc avec ça nous avons vu toutes les lettres qui étant écrites de la même façon qu'en français, mais se prononcent différemment en vietnamien. Et est-ce que la prononciation en vietnamien se résume simplement à cela? Encore là, c'est oui et non, parce qu'en fait, à côté des 29 lettres qui sont des consonnes ou bien des voyelles, mais isolées, existe un certain nombre de combinaisons que j'appelle des lettres composées. Et ici, nous avons un certain nombre d'exemples. Alors, on ne va pas tous les faire parce qu'en fait, le temps nous est compté et puis on va réserver cela pour la prochaine fois. Mais simplement ici, pour dire que nous avons déjà vu un certain nombre de ces lettres composées, notamment le GI ici, qui se prononce JA et qui remplace le son J en français, et la lettre J n'existe pas en vietnamien, elle est remplacée par les lettres composées GI. Les lettres composées PH qui remplacent la lettre F et qui se prononce comme un F en français. Et puis ici, je vais brièvement mentionner ces deux lettres composées qui est l'association du K et du H. En fait, ceci remplace le J, mais pas le J prononcé à la française, mais plutôt le J des hispanophones. Vous savez, pour ceux d'entre vous qui parlent espagnol, vous savez qu'en espagnol, le mot J se prononce je, comme la jota, ou bien Juan pour le prénom Jean, l'équivalent de Jean, ou bien Julio pour Jules, Julio comme Julio Iglesias, un chanteur bien connu des années 80 du siècle dernier. Voilà, donc KH se prononce comme un H en espagnol. Alors,
Vous allez me dire que finalement l'alphabet vietnamien n'est pas si compliqué que cela, puisqu'il dérive de l'alphabet latin, de l'alphabet français. Et on peut, à juste titre, se poser la question, mais comment se fait-il que le vietnamien soit l'une des rares langues asiatiques qui puisse avoir cet alphabet dérivé de l'alphabet latin ou bien romanisé? Eh bien, on doit cela, essentiellement, mais pas uniquement, à un monsieur qui s'appelle Alexandre de Rhodes, qui est un prêtre jésuite. Alors, contrairement à ce que l'on pensait, ce prêtre jésuite n'est pas originaire de l'île de Rhodes, qui se trouve en Méditerranée. Ce n'est pas non plus un prêtre jésuite portugais, comme on peut lire ici ou là, de façon erronée. En fait, c'est un Français, puisqu'il est né à Avignon, et c'est un Français d'origine juive, et il est venu en France, enfin plutôt sa famille était venue en France, pour fuir les exactions contre les Juifs à l'époque. Et Alexandre de Rhodes est quelqu'un qui, paraît-il, d'après l'histoire, a été toujours très intéressé par les langues, et aussi par la religion. Donc il est rentré dans les ordres, parti d'abord à Rome et puis ensuite à Lisbonne pour parfaire son éducation chrétienne. Et puis ensuite, à partir de Lisbonne, il a pris le bateau en destination de l'Asie. Donc à l'époque, vous le savez, donc au XVIe, XVIIe siècle, il y a un grand mouvement de prêtres jésuites partout dans le monde, hein, donc vers l'Asie, l'Afrique, même l'Amérique du Sud, pour comment dire, répandre, enseigner, faire connaître la religion chrétienne au peuple autochtone. Et à l'époque, normalement, Alexandre de Rhodes avait comme destination le Japon. Mais en même temps que sa destination définie par l'Église chrétienne, eh bien, des nouvelles venant du Japon n'étaient pas bonnes, puisque les prêtres jésuites envoyés au Japon étaient tous quasiment exterminés par les Japonais. Et donc, arrivé en Asie, il a dû arrêter son voyage d'abord à Macao et puis ensuite trouver une nouvelle affectation envoyée par l'Église catholique, et cette nouvelle affectation était justement le Vietnam. Et Alexandre de Rhodes avait très très vite étudié le vietnamien et a très très vite compris le vietnamien, et c'était lui qui avait continuer, parfaire le travail d'autres prêtres jésuites, mais c'est lui qui avait systématisé les connaissances et mis en forme tout cela sous forme d'un dictionnaire qui fait encore référence, qui s'appelle le dictionnaire Anamitico Latinum, qui en fait est un dictionnaire trilingue, donc traduisant le vietnamien en latin bien sûr, mais aussi en portugais. Et ce dictionnaire Anamitico Latinum a véritablement jeté les fondements de la langue vietnamienne telle qu'on la connaît aujourd'hui avec l'écriture moderne. Alors, vous allez aussi me demander, mais est-ce que la passion linguistique était la seule motivation du père Alexandre de Rhodes? Pas tout à fait, parce qu'en fait, vous voyez ici une photo quasiment d'époque, montrant quelques prêtres jésuites, je pense qu'ils sont ici 3, entourés de Vietnamiens, donc ici des Tonkinois, et en fait ce sont des prêtres avec des habitants d'un village entièrement convertis à la religion catholique. Et vous voyez là l'écriture vietnamienne telle qu'elle a été pratiquée avant l'arrivée de ces prêtres jésuites, et puis la transcription avec l'alphabet phonétisé par Alexandre de Rhodes.
Et bien évidemment, pour un prêtre jésuite, il est beaucoup plus facile de reproduire ou bien même de lire le vietnamien à partir de cet alphabet, parce qu'ici c'est du vietnamien, donc Ave Maria, Dei Graça, Chúa, Neo Cuba, etc., etc. Donc c'est bien du vietnamien écrit avec l'alphabet latin tel que avait imaginé Alexandre de Rhodes et puis d'autres avant lui. Et cela me permet de faire la transition pour dire que effectivement avant l'alphabet romanisé tel qu'on le voit et que l'on appellera désormais chữ qui veut dire lettre, nom qui est en fait un dérivé phonétique du terme Nam, et Nam ici veut simplement dire le sud. Par exemple, Vietnam c'est le pays des Viet qui habitent dans le sud. Dans le sud par rapport à quoi? Eh bien évidemment dans le sud par rapport à la Chine. Donc Thu Nom ou bien Thu Nam, c'est l'écriture vietnamienne avant l'arrivée d'Alexandre de Rhodes. Et là vous vous dites que finalement ça ressemble étonnamment à l'écriture chinoise telle que vous le devinez ou bien vous le connaissez. Effectivement, c'est bien de l'écriture chinoise, donc c'est bien des idéogrammes chinois, mais avec une complexité supérieure puisque les Vietnamiens non seulement utilisent l'écriture chinoise, mais rajoutent, en ajoutant des mots composés, tels qu'on peut le voir ici, pour rendre cela un petit peu plus complexe. Comme si la langue, l'écriture chinoise en soi n'était pas déjà en elle-même suffisamment complexe, mais en tout cas le Thu Nom est encore plus complexe que l'écriture chinoise. Et donc on voit ici cette superposition ou bien cette mise en parallèle entre l'alphabet vietnamien, c'est bien l'alphabet vietnamien avec des lettres qui n'existent qu'en vietnamien et pas en français, notamment celui-ci, et puis les idéogrammes chinois et le Thu Nom qui est la façon d'écrire des Vietnamiens avant l'arrivée des prêtres jésuites. Alors là encore, on peut très bien se poser la question, mais pourquoi les Vietnamiens écrivaient comme les Chinois et non pas comme des Cambodgiens et non pas comme les Indiens, etc. Eh bien l'explication est simple, c'est que même si on se dit que finalement l'histoire du Vietnam, le Vietnam a probablement 4000 ans d'histoire, comme le supposent les historiens professionnels. Eh bien sur ces 4000 ans d'histoire, il y a un bon millier d'années où le Vietnam était occupé par la Chine. Et en fait, ici sont les deux dates qui bornent l'occupation chinoise qui avait commencé à occuper le Vietnam en 258 avant Jésus-Christ. TCN, ici, c'est Chur Công Nguyên, cela veut dire avant Jésus-Christ, jusqu'à l'an 938 après Jésus-Christ. Donc vous faites le calcul, ça fait même plus de 1000 ans, mais on va retenir 1000 ans parce que durant ces 10 siècles, il y a eu des périodes nombreuses, mais malheureusement courtes, où différentes générations de Vietnamiens ont essayé de se battre, et certains ont réussi à reconquérir l'indépendance, mais qui fut malheureusement de courte durée. Et on aura l'occasion de revenir sur ces points d'histoire, puisque certains d'entre eux eh bien, ont des liens directs avec la pratique des arts martiaux au Vietnam. Donc en tout cas, plus de 10 siècles d'occupation chinoise, et donc finalement 10 siècles d'occupation chinoise, ça marque un peuple, et donc on peut dire que la culture et la langue vietnamienne subissent une grande influence de la part de ses voisins, de son voisin du Nord, à savoir la Chine. Et c'est ce que l'on voit ici, donc ça c'est la carte de la dynastie de l'Empire des Han, donc qui est véritablement la dynastie des Han, c'est véritablement celle qui a imprégné la culture chinoise. Et vous voyez sur cette carte de l'Empire des Han, délimitée en vert, eh bien il y a le nord du Vietnam qui était annexé entre 206 avant Jésus-Christ et 220 après Jésus-Christ. Après, c'est d'autres dynasties qui viennent remplacer celle des Han, notamment la dynastie des Mongols, mais
pendant toutes ces périodes de 1000 ans, eh bien, c'est soit les Chinois, soit les Mongols, en tout cas, les gens venant du Nord qui occupaient le Vietnam. Alors, deux remarques avant de continuer concernant l'histoire. La première est que, en fait, vous voyez ici, et nous savons tous que le Vietnam est un pays très long et qui a une forme de S, et je décris ici la carte actuelle du Vietnam. Mais au tout début de son histoire, le Vietnam proprement parlé, le territoire vietnamien proprement parlé, se limitait à la partie nord du Vietnam et puis la partie septentrionale, c'est-à-dire la partie nord du centre Vietnam. Mais que la partie sud du centre ainsi que le sud Vietnam ne faisaient pas partie du territoire vietnamien, du moins au début de l'histoire du Vietnam, c'est-à-dire dans le premier millénaire après Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez que ici, ce sont des dates de progression du Vietnam dont le berceau culturel et civilisationnel se trouve véritablement dans le nord. Et au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, on voit la progression du Vietnam. Et en fait, ici, nous assistons véritablement à une conquête du Vietnam vers le sud. Et là-dessus, je peux encore dire deux choses. La première est que cette conquête-là, elle se fait toujours aux dépens de quelque chose, parce qu'en fait, toute cette région-là était auparavant habitée, pas par des Vietnamiens, mais par d'autres peuples, et notamment le centre du Vietnam par le peuple Cham, donc dans un royaume ou bien dans un empire qui a maintenant depuis disparu, le royaume de Champa. Et les Cham qui habitaient ce royaume ont été quasiment exterminés par mes ancêtres vietnamiens pour voir leur pays complètement phagocyté, pour utiliser un terme médical, ou bien conquis par le Vietnam. Et le Sud-Vietnam, en fait, avant, appartenait à l'Empire Khmer, qui est le Cambodge actuel. Voilà, donc progression vers le sud, et ce n'est que vers quasiment la fin du XVIIIe siècle que le Vietnam a acquis sa forme territoriale actuelle. La deuxième remarque, c'est que la raison pour laquelle les Vietnamiens avaient une expansion vers le sud, c'est parce que d'une part, ils ne pouvaient pas aller vers le nord, à cause de la puissance des voisins du Nord, et que d'autre part, non seulement ils ne pouvaient pas aller, mais en plus ils subissaient une pression de la Chine, puisque le Vietnam, au tout début de son histoire, comprenait une partie du sud de la Chine, laquelle partie a été perdue depuis par mes ancêtres. Voilà, donc pression du nord, pression du dessus, expliquant eh bien, l'échappatoire vers le dessous, c'est-à-dire vers le sud. La deuxième carte que j'aimerais montrer ici, et ceci va me permettre de faire la transition vers la prochaine diapositive, c'est la constitution de ce que l'on appelle, de ce qui est connu comme étant l'Indochine française. En fait, vous le savez, l'Indochine française comprend trois pays, le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Et cette Indochine française, en fait, elle a une existence qui n'est pas négligeable, puisque elle va s'étaler sur presque un siècle. Officiellement, l'Indochine française a été créée en 1887 et elle a terminé son existence en 1954 avec la bataille de Dien Bien Phu, mais les Français, suite à l'arrivée des pères jésuites, et puis avec la religion chrétienne, eh bien l'armée française avait très vite commencé à annexer le sud Vietnam qu'on appelle Cochinchine en 1858. Tout cela dans un mouvement colonial planétaire. Il n'y avait pas que la France qui essayait d'avoir des colonies dans d'autres pays du monde, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie ont fait la même chose. Donc la Cochinchine
le Vietnam du Sud était annexé par les Français en 1858. Ensuite, venait le tour du Cambodge et enfin le Tonkin ou bien le Vietnam du Nord en 1883. Donc tout ça fait que l'ensemble du Vietnam ainsi que le Laos et le Cambodge eh bien, était constitué en un bloc par l'administration française qu'ils appelaient Indochine, lequel bloc en fait comprenait 5 parties. Donc le Laos et le Cambodge représentant chacun une partie, et puis le Vietnam en soi était divisé en 3. Le Tonkin pour le nord, l'Annam pour le centre et la Cochinchine pour le sud. Alors un dernier point sémantique, An voulant dire paix, Nam voulant dire sud. Et donc Annam, en principe, devrait exprimer la paix dans cette région du Vietnam, alors que en réalité, eh bien, dans cette région-là, et pendant toutes ces années, on a connu tout, sauf la paix, puisque c'est une région particulièrement marquée par l'histoire. D'abord une histoire fratricide entre Vietnamiens, et puis ensuite par de nombreuses révoltes contre les colons français, et on aura peut-être l'occasion, là encore, de revenir sur ce point un petit peu plus tard. Alors, la présence française au Vietnam depuis presque un siècle, puisque ça a commencé en 1858 et ça a terminé en 1954. Donc, pendant 96 ans exactement, a bien évidemment laissé des traces, et parfois des traces positives, notamment la culture française, aussi le transfert, pas en intégralité, mais en partie, des connaissances technologiques et scientifiques françaises vers ces pays, notamment le Vietnam. Et puis là, vous voyez l'influence linguistique, puisque tous les termes qui sont dans cette diapositive sont des termes vietnamiens, mais qui, de toute évidence, dérivent du français. Allant du plus évident qu'est le mot café ici, écrit à la vietnamienne, et vers d'autres termes qui sont moins évidents, comme ici le terme hopla. Alors, plutôt que de les refaire, ce que je vous propose, c'est que vous essayez de vous-même de retrouver ces termes, et si jamais vous butez sur un terme et que vous ne retrouvez pas l'origine française de ce terme, eh bien écrivez-moi ou bien mettez un commentaire sur la vidéo sur YouTube, et puis je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, beaucoup de termes vietnamiens qui sont véritablement rentrés dans la vie du Vietnam de tous les jours, effectivement dérivent du français ou bien d'autres origines que le français, comme si le terme là, vodka et whisky, eh bien ça a une origine extra-hexagonale. Une ou deux diapositives concernant la grammaire, pour dire que celle-ci est extraordinairement simple, parce que des règles grammaticales, il n'y en a pratiquement pas en vietnamien. Alors, je vais peut-être commencer par la chose la plus compliquée en français, à savoir la conjugaison avec les différents temps, et puis parfois les accords avec le participe passé. Et ici, c'est un exemple simple, donc passé, présent, futur, le verbe et le verbe donner, avec ce que vous voyez ici. Et bien en vietnamien, comment exprime-t-on cela? D'abord, je vous rassure, la langue vietnamienne, parlée comme écrite, eh bien, est construite comme toutes les langues, avec dans une phrase un sujet, un verbe et un complément. Mais la conjugaison vietnamienne, elle est extraordinairement simple, puisque pour exprimer le passé, on utilise un préfixe que l'on écrit da, et puis pour exprimer le futur, on utilise un autre préfixe que l'on écrit ser, donc S-R, ser. Et là, l'exemple que je prends, c'est le verbe cha, C-H, se prononce ch, cha, qui veut dire donner, le verbe donner, et toi, c'est moi, donc je donne, toi cha, et pour dire le futur ou bien le passé, eh bien j'ajoute simplement le préfixe da, toi da cha, pour traduire j'ai donné, ou bien pour exprimer le futur, j'ajoute le préfixe ser,
et je vais dire toi secho pour dire je donnerai. Et puis c'est tout. Hein, les verbes s'utilisent partout dans sa forme de l'infinitif, donc il n'y a pas de conjugaison, et le verbe est invariable, quel que soit le sujet. Donc que ce soit la deuxième personne du singulier ou du pluriel, la première personne du pluriel, la troisième personne du pluriel, on dit toujours la même chose, tja, il n'y a que le pronom qui change au début. Voilà. Si c'est la première personne, on dit ça autrement, la deuxième personne, on dit ça autrement. On aura l'occasion de revoir cela, mais simplement pour dire que en vietnamien, les verbes ne se conjuguent pas, et les temps comme le passé comme le futur se dit très simplement en rajoutant simplement un préfixe qui lui-même est invariable. Alors après le plus facile, c'est-à-dire la grammaire vietnamienne, on va maintenant, c'est un petit peu comme la douche écossaise, on va basculer vers le plus difficile, à savoir les accents vietnamiens. Alors, contrairement à ce qui peut être dit, et contrairement aux absents qui ont parfois tort, eh bien les accents n'ont jamais tort. Hein, ce n'est pas comme c'est écrit ici. Pourquoi tout simplement parce que même si tout le monde s'accorde à dire que les accents vietnamiens sont probablement les freins les plus importants à une bonne maîtrise de la langue. Mais je dirais que en fait personne ne vous reprochera de ne pas savoir prononcer à la vietnamienne exactement comme un vietnamien. Et ce qu'il faut simplement retenir, c'est que les accents sont là pour pouvoir distinguer des lettres ou bien des ensembles de lettres qui mises ensemble et qui sans accent eh bien, pourraient prêter à confusion. Je m'explique. Ici, si je prends l'un des mots le plus simple, le béaba, comme bas ici, eh bien selon le type d'accent que vous allez mettre, vous allez avoir un sens différent. Alors puisque nous sommes là, et puisque c'est une vidéo avec un son, donc je vais vous reproduire les différents accents, mais là encore, j'insiste sur le fait que ce n'est absolument pas grave pour quelqu'un dont le vietnamien n'est pas de la langue maternelle, de ne pas posséder véritablement les accents vietnamiens. Donc en fait, on dit classiquement qu'il y a 6 accents en vietnamien, mais je dirais que en fait, véritablement, il n'y en a que 5, puisque l'absence d'accent est considérée comme un accent vietnamien. Et ces accents-là, ces intonations, et c'est pour ça que j'ai reproduit cette diapositive que j'aime bien, traduit en fait les variations de tonalité lorsque vous prononcez un accent. Donc l'absence d'accent, comme ici, ba, se prononce ba. Comme ba qui veut dire, qui exprime le chiffre 3, comme on le verra tout de suite après. Maintenant avec un accent grave, donc avec une tonalité descendante, eh bien vous allez prononcer ba, ba, ba. Donc vous voyez la petite différence. Avec l'accent interrogatif, j'appelle ça comme ça parce qu'en fait ça ressemble à un point d'interrogation. Donc avec l'accent interrogatif, vous avez une petite montée, ensuite une descente forte et puis ensuite une remontée. Donc en pratique ça donne ceci. Ba, donc montée, descend, remontée. Ba, 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 l'accent interrogatif. L'accent qui ressemble à un tilde en espagnol, qui est en fait un S inversé et puis renversé aussi, hein, donc un S couché. Ça se prononce ba, donc c'est un petit peu comme l'accent interrogatif, hein, donc avec 3 temps, un temps montant, un temps descendant et puis une dernière montée, sauf que la dernière montée, la tonalité est beaucoup plus haute que précédemment. Alors là, je vous rassure tout de suite, même pour les Vietnamiens, la distinction auditive entre l'accent interrogatif ba et l'accent du tilde ba, eh bien, est même parfois difficile à percevoir. Donc, et notamment les Vietnamiens du Sud sont quasiment incapables de prononcer différemment le ba et le ba. En fait, les Vietnamiens du Nord sont probablement un petit peu plus doués pour cela. Voilà. Donc on va considérer que ces deux accents-là se ressemblent beaucoup jusqu'au point de se confondre.
En revanche, l'accent aigu est beaucoup plus facile, parce que ça ne fait que monter. Ba, et on le retrouve même en français, cet accent-là. Et puis l'accent très grave, qui est représenté par un point qui se trouve juste en dessous de la lettre, ici, eh bien c'est plus grave que l'accent grave habituel. Donc ça se prononce ici ba. Donc on va reprendre une dernière fois pour que vous essayiez de sentir la différence dans la prononciation. Ba sans accent, ba avec un accent grave, ba avec un accent interrogatif, ba avec un accent du tilde, ba avec un accent aigu, et puis ba avec un accent très grave. Ba, 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 ba. Et finalement, si vous pensez au français et à la façon que l'on a de se parler, eh bien on retrouve certains de ces accents. Par exemple, l'accent interrogatif, on l'utilise pour des questionnements. Par exemple, vous pouvez dire « Comment ça va ?» Et donc le « va » dans le « Comment ça va » utilise l'accent interrogatif vietnamien. Et si vous êtes très content, vous dites « Oui !» C'est bien un accent aigu. Ou bien vous dites ça d'une façon blasée, fatiguée, vous dites « Ouais !» C'est bien un accent grave. Donc, vous voyez, en fait, tout ça, notamment ces trois accents interrogatifs graves et puis aigus, ce sont des accents que l'on retrouve en français. Donc, il serait faux de dire que parler vietnamien vous emmène en terre inconnue en termes d'accent, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Et enfin, je termine avec la façon de compter en vietnamien. Donc là, je peux aller à la fois vite parce qu'il y a des choses que vous connaissez déjà, et puis peut-être un petit peu plus lentement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez sans doute pas encore. Alors, la chose que vous connaissez déjà, c'est la façon de compter dite moderne. Et c'est ce qu'on apprend, même aux débutants, dans toutes les écoles d'arts martiaux traditionnels vietnamiens, dans les écoles de Vo Co Truyen ou bien même du Vo Vinam. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se dit en vietnamien mot. Donc là, on va essayer de retrouver des accents. Mot, accent très grave. Hai, pas d'accent. Ba, pas d'accent. Bon, accent aigu. Nam, pas d'accent. Sao, accent aigu. Bai, accent interrogatif. Tam, accent aigu. Tin, accent aigu. Et Moe, accent grave. Et ensuite, on l'utilise surtout pour demander aux pratiquants, aux élèves de faire des pompes. Alors 10 n'est pas assez, donc en général, selon la sévérité des maîtres et puis le niveau des élèves, on peut demander à faire 30 pompes, 50 pompes, etc. Et par exemple, pour 30 ou pour 20 pompes, eh bien, on dit Hai Mui, c'est-à-dire 2 fois 10. 2 fois 10, 20. 30, Ba Mui. 40, Bon Mui, etc. Donc ça, c'est la façon de compter dite moderne. Et puis maintenant, il y a la façon de compter classique. Alors la façon de compter moderne, on l'utilise pas uniquement que pour les pompes, on l'utilise dans la vie de tous les jours, aller au marché, commander un plat, au restaurant, acheter des choses, dans les grands magasins. En revanche, à côté de cela, vous avez la façon de compter en utilisant le vietnamien classique, c'est-à-dire celui qui dérive de la langue chinoise. Et donc ici, j'ai écrit à la fois les caractères chinois, la façon de prononcer ces chiffres en chinois, et que je ne ferai pas parce qu'en fait mon chinois est assez mauvais, mais ou bien je le fais pour simplement vous montrer la ressemblance entre le chinois tel que c'est parlé et puis le vietnamien ancien. Donc I, en vietnamien c'est dit nyet, qui veut dire 1. A, en vietnamien c'est dit nhi, qui veut dire 2, pour 2. San, en vietnamien ça se dit tam, donc san tam, c'est très proche, pour dire 3. Su, en vietnamien c'est dit tu, pour dire 4. Wu, en vietnamien c'est dit ngu, pour dire 5. Liu, en vietnamien c'est dit luk, pour dire 6. Chi, en vietnamien c'est dit tat, pour dire 7. Ba, en vietnamien c'est dit bat, pour dire 8. Chu, en vietnamien c'est dit ku, pour dire 9.
et Chu. En vietnamien, c'est dit tap pour dire 10. Alors ça, c'est la façon de compter en vietnamien ancien. Alors pourquoi j'insiste sur ce point? Parce qu'en fait, on retrouve un certain nombre de termes utilisés dans le Vocochuan. Et là, tout le monde connaît ce Cuan qui est le Tu Ling Dao. Tu Ling Dao veut dire le sabre des 4 animaux mythiques. Ling voulant dire mythique, Dao voulant dire sabre, comme tout le monde sait. Et là, vous avez remarqué qu'on dit bien Tu Ling Dao et non pas Bon Ling Dao. Hein, comme on devrait le dire si on utilise le vietnamien moderne. Pareillement, pour le terme Ngu, qui exprime le 5, en fait, 5, il y a 5 éléments. Donc, en vietnamien, on dit Ngu Hanh. Et on aura l'occasion de voir ces 5 éléments vietnamiens lors du prochain exposé. Le chiffre 8 maintenant, donc le bat, tout le monde connaît le bat Quai Con. Le bat Quai Con que l'on voit ici, et en fait, alors, le chiffre 7 que j'ai passé rapidement, qui est le Tat Ting Kim, qui est en fait l'épée des 7 étoiles, qui est un enchaînement d'épées très joli à voir, que j'aime bien de l'école Tessonian, mais qui ne fait pas partie des Quiding. Donc je ne vais pas trop détailler là-dessus. Le bat Quai Con, en revanche, fait partie du Quiding, qui est le bâton des 8 trigrammes. Bat Quai, c'est le 8 trigrammes, Con, c'est le bâton. Et on dit bien Bat Quai Con et on ne dit pas Tam Quai Con, hein, ce qui serait une hérésie. Et enfin, je termine avec le chiffre 10 et avec le Tap de Quyen. Tap qui veut dire 10, Te qui veut dire lettre. Et en fait, c'est un enchaînement à main nue du Vo-Vietnam, mais que certaines écoles d'arts martiaux traditionnels vietnamiens enseignent comme un coin d'école. Donc voilà quelques exemples de la façon de compter en vietnamien, et avec ça j'ai terminé ce premier exposé qui est un exposé introductif à la langue vietnamienne. La fois prochaine nous allons voir les bases du vietnamien appliquées aux arts martiaux, et nous allons notamment voir ensemble les termes qu'il faut connaître pour désigner les 4 directions, les 5 éléments, les règles de genèse et puis d'antagonisme de ces 5 éléments, et enfin comment on utilise des termes du vietnamien ancien comme moderne pour désigner des animaux combattants. Donc vous allez apprendre comment on appelle un tigre, ce que vous savez sans doute déjà, une grue, un dragon, une tortue, etc. La fois prochaine avec le deuxième exposé. Sur ce, eh bien, je vous dis au revoir et à très bientôt, et je vous reverrai avec plaisir avec le prochain exposé.